Bonjour à tous, bienvenue sur Hors Champ. Écoutez, aujourd'hui, on reçoit un homme au parcours aussi atypique qu'inspirant. Il a débuté dans l'acting et puis finalement, c'est le soin, du travail au corps et à l'humain qui l'ont appelé et depuis, il accompagne des artistes, des comédiens avec une humanité, profonde et une sensibilité, incroyable, ainsi qu'une vraie passion pour l'être humain. Donc bienvenue à toi Aurélien aujourd'hui, merci beaucoup pour ta présence. Comment tu te sens déjà? Bah, écoute, merci pour ton invitation. Je suis, très heureux d'être avec toi. Au tout début, voilà, je voulais te poser déjà la question de où tu as grandi déjà? Comment tu dans tes premières années de vie, où c'est que tu as grandi? De quel coin tu viens? Bah, écoute, moi, je suis né en banlieue parisienne, à 15 kilomètres de Paris, dans une ville qui s'appelle, Houille et qui correspond bien, au début de ma vie parce que, au début de ma vie, Houille, 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 quoi et comment dirais-je? Qui ont été Un petit peu, un peu challengeants, tu dis, bah, un petit peu hard parce que c'était une vie, bah, en banlieue, quoi, tu vois? Donc il a fallu pas se laisser faire. Donc il y a eu des coups, reçus et puis, des coups, donnés, on va dire. et donc, voilà, un environnement un peu hostile, ouais, pour démarrer ta vie, c'est clair que tu as dû faire tes armes, comme ça et du coup, c quelles ont été tes 1res passions, que Ma 1re, vraie passion, c'est la gymnastique acrobatique. d'accord. OK, là, tu as commencé un parcours, intensif, où tu faisais ça d'abord, J'ai fait ça, pendant 5 ans de manière intensive. J'ai commencé à 9 ans et bah, au bout d'un an, je commençais à tourner, rondade flip, salto, j'étais une petite pile électrique. Je faisais ça dans la cour en CM1, en CM2, tu vois? Donc j'étais un petit peu un ovni, on va dire, parce que, bah, à l'époque, il y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, tu vois plein de jeunes qui font ça, et c'est merveilleux, mais c'était quelque chose qui était pas courant, quoi. Mais et c'est quelque chose que j'ai pas pu continuer, heu, parce que j'ai un entraîneur qui m'a complètement, bridé et puis, à la fin, j'y allais à reculons, si tu veux et aussi pour épater les galeries, je faisais des flips un peu partout, à froid, sur le dur, sur la pelouse et je me suis, blessé au poignet, donc c'est une passion que j'ai dû arrêter à 13 ans, quoi, mais voilà, ma première passion dans la vie, c'était la gym. donc quelque part, c'était déjà un peu, une base artistique qui est déjà rentrée dans ta vie, c'est à ce moment-là et comment après du coup tu as switché sur l'acting finalement? Alors ça, c'est comme je dis toujours, c'est, heu, un coup du bon Dieu et pourtant, je suis devenu croyant à 24 ans, mais c'était un pur hasard, en fait. Heu, J'avais rencontré sur le tournage de Navarro où je faisais de la figuration, quelqu'un qui faisait du shiatsu, en fait et qui a repéré que, bah, j'étais un ado, un peu dans le dur et en souffrance, en fait et il m'a proposé d'aller le voir et de me faire un massage, shiatsu, en fait et cet homme-là, heu, grâce à son premier massage, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti, du calme, un bien-être, extraordinaire que j'avais pas ressenti depuis des années et en sortant de chez lui, je prends un café et je me mets à parler avec un monsieur qui me dit: «Comment tu vas?» Je dis: «Bien» et tout, «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Je lui dis: «Bah, j'étais commercial à l'époque et je m'épanouissais pas forcément» et je lui dis: «Bah, je suis commercial mais je sais pas trop». Bon, à l'époque, j'avais des cheveux, si tu veux et mes sœurs me disaient: «Mais tu devrais faire des photos, tu devrais peut-être faire, l'acteur et tout», tu vois? Et je dis: «Puis, bah, je sais pas, j'aimerais pourquoi pas faire prendre des cours de comédie ou je creuser le domaine artistique» et je lui dis: «Et vous, vous faites quoi dans la vie?» Et là, il me dit: «Bah, écoute, moi, je suis coach pour comédiens». Le truc, il tombe, et il me dit: «Bah, et je donne un atelier là dans 5 minutes, si tu veux, tu viens avec moi». Et je dis: OK, mais moi je regarde l'atelier». Il me dit: «Oui, oui, bien sûr, tu»
tu regardes l'atelier, quoi. D'accord, donc tu étais là pour assister, uniquement, du Pour coup? assister, voilà. Donc à l'atelier, donc bah, au début, j'ai vu la préparation, il faisait un petit peu d'étirement, de respiration pour se mettre, à l'époque, je connaissais pas, mais en disponibilité pour jouer. Mmh. Et puis, ils sont tous mis, en rang, quoi, et il a dit: «Allez, c'est parti, diagonale, les riens». Et donc là, je vois des gens qui se mettent à rigoler spontanément, d'autres qui galèrent un peu, mais tout le monde se marre, à la queue leu-leu là-dedans. Je dis: «Ouais, c'est quoi ce délire?» Tu vois? Genre, et à ce moment-là, il me dit: «Viens». Mais il me dit: «Bah, mets-toi, viens, quoi». Donc moi, je me mets à la queue et je commence à transpirer de partout, quoi. Je me sens mal à l'aise de ouf, j'ai qu'une seule envie, c'est de me barrer, et la queue se rapetisse et c'est à mon tour, quoi. Et là, quand c'est à mon tour de passer, je suis dans une galère totale, quoi, en stress de ouf, et quand j'arrive devant lui, je fais: «Ah ah ah!» Il me regarde, il me dit: «Bon, bah, c'est un début», tu vois? Et il était plutôt cool et très bienveillant, et après il dit: «Colère improvisée avec, texte», et là, tout le monde parle, et c'était: «Ouais, tu étais où hier? Tatati, tatata», tu vois? C'était, colère nerveuse improvisée avec texte, et bah, là, ce qui s'est passé, c'est que là, il est tombé dans ma came, quoi, parce que j'avais une colère immense à l'époque, une rage même, tu vois? Et moi, j'ai commencé la scène, en faisant comme je faisais avant. Quand quelqu'un se mettait en colère ou quand j'étais, dans la rue, quoi, hein, parce que j'ai un parcours dans la rue. J'ai pas dit un mot, j'ai fait mes lacets, prêt à me battre, en fait, et je suis arrivé chez lui en montant en pression, en colère, crescendo, quoi, et quand je suis arrivé en face de lui, je suis arrivé en explosion, quoi, et quand j'ai fini ma colère improvisée, avec le texte que j'ai sorti en arrivant chez lui devant lui, pardon, j'ai explosé et il a eu peur de se prendre un coup, quoi, et j'ai fini l'impro comme ça. Et là, je me suis retourné et j'ai vu, bah, des femmes qui pleuraient tellement c'était violent, quoi. Il y a un mec qui pleurait aussi, quoi, et j'ai mis un temps à redescendre, quoi, et on a fait une pause, mais à la pause, il y a des mecs qui m'ont dit: «Toi, tu es mon pote, hein», et les femmes me disaient: «Tu as fait les cours Florent?» On m'aurait dit: «De Niro, je peux faire une italienne avec toi». Je dis: «C'est quoi une italienne?» Tu vois? Voilà, hein, donc ça, c'était mes débuts, d'acting, en fait, voilà, et puis, bah, ce qui s'est passé, c'est que, bah, du coup, ça m'a donné envie forcément de continuer, mais à l'époque, j'avais pas le sou, on va dire, donc cet homme a eu la gentillesse de m'avancer des cours de comédie, quoi, et petit à petit, au fil de l'acting, bah, j'ai dû aller connecter des émotions que je m'étais tellement endurci et renfermé, qui étaient pas du tout évidentes pour moi, notamment les larmes, et au fur et à mesure, bah, ça m'a déverrouillé, quoi. J'ai commencé à réussir à rire, heu, à libérer des larmes, et j'ai dit: «Mais c'était vraiment thérapeutique, quoi». Et puis après, bah, avec le retour des personnes, tout le monde m'a dit: «Ouais, c'est ce que tu devrais faire, tu es un acteur, tout ça et tout», donc je me suis dit: «Et pourquoi pas?» Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un acteur, ça mange pas au début, hein, ça gagne pas son pain, et je me suis dit: «Comment payer mes cours de comédie?» Et je me suis dit: «Mais si je pouvais faire le quart du bien de ce que cet homme m'a fait en massage, et ben, s'il accepte de m'apprendre, ben je pourrais gagner ma vie en faisant du bien, aux gens, en fait». Voilà, et donc j'ai appris les massages, voilà, et une fois que j'ai appris les massages, j'ai commencé à pratiquer, donc avec un prix tout à fait, bah, limite parce que, bah, j'apprenais, je faisais ça avec plaisir, quoi, et j'ai commencé à comprendre que je commençais à soulager et aider les gens, si tu veux. Mais je me disais: «Bon, je les masse 2-3 heures, je les appelais le lendemain, savoir comment ils allaient, je passais une demi heure, 3/4 d'heure à écouter», tu vois? Ça faisait un petit peu, Un suivi.
Ah si, assistante sociale, service après-vente, tu vois? Parce que je me suis découvert vraiment une passion, bah, d'écouter, de vouloir aider quoi, en fait. Et c'était quel type de profil que tu recevais à ce moment-là? Tout profil. OK, de gens de l'acting ou pas forcément? Gens de l'acting, des personnes de 60 ans à l'époque, j'avais même fait une petite mamie de 75 ans où j'avais beaucoup d'appréhension à la travailler, des chefs d'entreprise, heu, des plombiers, les personnes sont venues comme ça. Genre ouais, tout profil, toute classe sociale, c'est différent et c'était à Paris que j'exerçais, ouais et donc si tu veux, le truc qui a été déterminant pour moi, c'est que à chaque fois, ils m'ont dit: «Bah, merci, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'aide beaucoup», mais je croyais pas, en fait. Je me disais: «Bon, je suis sympa, je les garde longtemps, ils ont pas l'habitude qu'on prenne le temps pour eux», donc Donc tu doutais du bien que tu amenais aux gens à ce moment-là? exactement, ouais. Jusqu'à un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, «Écoute, c'est pas parce que tu es sympa. Moi, ça fait 12 ans que je suis insomniaque. J'ai fait le tour de Paris. Je m'en sors pas. Je t'ai vu 2 fois, je dors». Il m'a dit comme ça et je dis: «Waouh». Je dis: «Là, il y a quelque chose, quoi». Et grâce à lui, j'ai pris confiance, en fait. Et à un moment donné, bah, j'ai pas poursuivi l'acting pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'ai pas eu le courage d'aller au bout. Pourquoi? Si c'est pas indiscret? Trop, trop traqueux, pas prêt, pas mal de sabotage et aussi la peur de la réussite. Parce que je me suis dit: «Bah, si ça marche, j'allais pas être assez solide. Je pouvais partir dans un truc d'ego ou dans la darkitude quoi, de l'alcool, de je je sentais que j'allais me mettre en danger. Vu mon parcours où j'ai eu des addictions dans ma vie et je me sentais fragile et pour moi, c'était danger et en même temps, j'avais le plus gros frein, c'est un immense désir d'y aller et la peur de la peur d'y aller, en fait. J'ai vraiment manqué de courage. Donc des castings et tout ça, tu as pu en faire ou sur des Bah, projets, j'en ai fait un seul et j'étais tétanisé, voilà. donc un casting? Un casting, ouais. Donc ça c'est pour une pub et ça l'a pas fait du tout parce que je devais jouer un Russe, tu vois? Et je me rappellerai, le directeur de casting m'a dit à la fin du casting, «À bientôt». Je l'ai regardé, je lui dis: «Je ne crois pas, non». Tu vois? Je sentais que c'était Tu foutu. le ressentais pas au fond de toi, ouais. Voilà, j'ai fait juste, une seule fois un court métrage où là, pareil, j'avais, un trac de fou. Mais par contre, là, je me suis retrouvé sur un plateau en conditions réelles et le mec qui avait fait la prise de son, parce que je devais jouer un mec, qui subissait des tortures. Apparemment, quand j'ai joué la peur, le mec de la prise de son, il a tellement cru qu'il arrivait pour voir sur le plateau s'il se passait pas un truc, quoi, tu vois? Et c'est la seule fois où j'ai fait un casting et quand je suis rentré, quand j'ai pris le train, je me rappellerai toujours, hein, une fois que j'avais vaincu cette peur et que j'avais vécu le truc, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles, je me suis dit: «Mais, c'est ça que je veux faire», tu vois? Et en fait, ce qui a fait que je l'ai pas fait, c'est, ben, quand j'ai vu à quel point, les massages thérapeutiques pouvaient aider les gens, quoi. Et à un moment donné, mais en même temps, j'avais aussi besoin de me sentir utile. Voilà. Et à un moment donné, dans mon esprit, je me suis dit: «Bah, la vie, c'est pas du cinéma, quoi. Les gens souffrent vraiment, quoi». Et je me suis dit: «Si je peux les aider, ne serait-ce qu'à apaiser leur souffrance, heu, bah, je préfère gagner ma vie en faisant du bien, quoi». Donc ça faisait plus de sens pour toi de faire ce choix-là et de mettre l'acting en parenthèse. Et l'acting, c'est la peur, le manque de courage et le fait de me sentir, bah, utile à mon petit niveau, bah, pour l'humain, pour le monde. Et c'est ce qui m'a dirigé, dans le choix des massages thérapeutiques. Voilà. Et tu avais envisagé le fait de faire les 2 en parallèle éventuellement ou Bah, je l'ai envisagé, mais encore une fois, j'avais repris, des cours quelques années après et en fait, ben, toujours ce manque de courage
et puis, cette, hypersensibilité que j'ai mis beaucoup de temps à apprivoiser, quoi. Voilà. Donc finalement, ta thérapie, tu l'as poursuivie finalement au travers des patients que tu as des gens que tu as reçus pour tes soins? Bah, en fait, si tu veux, c'est pas exactement comme ça parce que tu peux pas, heu, te soigner en soignant les gens, en fait. Les gens, c'est pas des personnes qui sont là pour te soigner, mais, ce qui est intéressant, c'est que bah, tu vois tellement de couches, de profondeur, de différences, parce que tu es tellement dans l'humain que et donc tu apprends énormément. Donc grâce, aux souffrances et à l'écoute que tu as des gens, tu comprends des choses sur toi. Mais, moi, en parallèle, je faisais un travail sur moi. Voilà, j'ai fait un travail en hypnose, en EMDR, je me faisais masser, je voyais des ostéos, heu, j'essayais de me traiter aussi, évidemment, pour être, bah, assez centré, en traitant les gens. Parce que, quelqu'un qui est thérapeute, s'il se soigne pas lui-même, bah, il est pas forcément juste. Et puis bon, bah, c'est un métier où tu apprends, avec le temps, si tu veux. Mais, voilà, je vais te parler d'une chose qui s'appelle la médiumnité, en fait, hein. Voilà. Les gens y croient, ils croient pas, ça c'est dans leurs affaires, hein. Mais en fait, si tu veux, moi, à 17 ans, j'ai commencé à voir des choses. Donc, pas tout le temps, pas régulièrement. Et malheureusement, c'était, j'ai vu mon petit beau-frère se tuer en voiture, en fait. Voilà. Et je me suis levé le matin, j'ai dit à ma mère: «Maman, va y avoir un mort». Donc c'était vraiment prémonitoire à ce moment-là? Exactement, ouais. Ma mère m'a dit, «Et tu lui prolonges, la vie, t'inquiète pas mon fils, qu'est-ce qui t'arrive?» Et un mois après, il s'est tué en voiture, hein. Ouais, si tu veux. Et ma mère, j'ai en fait, c'est si tu veux, j'ai eu comme une évolution spirituelle, bah, en fait, j'ai fait tellement de conneries dans mon adolescence que j'ai compris, pour moi, que le j'ai même eu la preuve, si tu veux, que le diable existait, quoi. Et un jour, ça fait tilt dans ma tête. Je dis: «Donc si, le diable existe, c'est qu'il y a un bon Dieu, quoi». Et du jour au lendemain, j'ai raté toutes mes conneries. Je me suis repenti. Je me levais à 5 heures du mat, pour aller bosser à l'usine, tu vois? Le matin, je débarrassais le lave-vaisselle de ma mère, pour que quand elle se lève, elle ait pas ça à faire. Le soir, je disais à mon père: «Tu veux que je te masse, papa? Je peux te soulager?» Et j'ai tellement eu un déclic assez, fort, quoi, que mes parents ont eu peur et ils ont cru que j'étais parti dans une secte, en fait. Sauf qu'en fait, je venais de trouver la foi, en fait, voilà. Et ouais, concernant la mort de mon petit beau-frère, j'avais dit: «Maman, j'ai vu». Il était allongé, le cercueil, une cheminée, un tableau avec des canards, mon cousin Sébastien, les bras croisés comme ça. Je lui avais donné beaucoup de détails, hein, de la vision que j'ai eue, quoi. Mais ma mère m'a dit: «Mon fils, tu deviens fou, quoi». Elle dit: Te prends pas la tête, tu lui prolonges la vie comme ça». Elle comprenait pas du tout, non. Et un mois et demi après, bah, je me suis retrouvé malheureusement face à mon petit beau-frère décédé avec le tableau, les cadavres, mon cousin les bras croisés. J'avais jamais mis les pieds chez ses parents. Voilà. Et là, j'ai dit à ma mère: Tu vois maman, qu'est-ce que je t'avais dit?» Et là, ma mère, elle m'a dit: «C'est bon mon fils, tu pas fou, je te crois». Voilà. Et si tu veux, ça, c'est quelque chose qui est assez, difficile, à vivre, hein. Et ça, c'est ce qui m'a permis, heu, d'avoir entre guillemets, la médiumnité, si tu veux, c'est comme un cadeau empoisonné, quoi. Parce que tu as pas le mode d'emploi, Tu l'as pas demandé? mais il faut un moment pour l'apprivoiser. Et après, quelque part, ça devient un hyper pouvoir. Pas dans le sens, d'emprise, mais pouvoir voir, ou pouvoir faire, hein, pouvoir sentir, partager, quoi. Et c'est ce qui m'a permis, d'aller, plus loin dans mes soins, tu vois? Cette, cette, capacité de pouvoir rentrer en résonance avec les gens. Voilà. En mettant mes mains sur eux, à sentir, quelle est l'émotion, la plus
Si c'est l'anxiété, si c'est l'oppression, si c'est la tristesse qu'il faut aller chercher, si c'est, il m'arrivait parfois, de recevoir une femme que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam et je lui disais: «Bah, vous inquiétez pas, madame, vous avez une protectrice». Et bon, c'est bien gentil de dire à quelqu'un, qui est en souffrance, «Tu un protecteur ou une protectrice, quoi. T'as une chance sur 2 quoi», tu vois? Et c'est là qu'elle me dit: «Oui, c'est ma maman, qui est décédée il y a 6 mois». Et là, en claire audience, j'entends le prénom Anna, quoi. Et elle était vraiment, bah, forcément, quand on perd sa mère, étant passé par là, le monde, s'écroule dans un désarroi, infini et elle était pas forcément croyante non plus, donc moi, la foi m'a toujours aidé dans ces moments-là et je lui dis, et en fait, quand j'ai des frissons, c'est que j'ai l'autorisation de dire les choses. Et là, j'ai des poils, donc je lui dis: «Oui, c'est votre maman, elle s'appelait Anna, quoi». Et là, elle me regarde, stupéfaite, quoi, parce que je la connaissais pas. Et je lui dis: «C'est une séparation temporaire, vous savez et tout». Et là, elle lâche énormément de choses. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Et moi, avec le temps, quand les gens pleurent, au début, je pleure avec eux. Et j'ai réussi à me blinder maintenant, émotionnellement, parce que ça s'apprend tout ça. Et si tu veux, là, vraiment, les sanglots étaient tellement profonds, quoi, que j'ai versé ma larme avec, évidemment sans qu'elle s'en rende compte. Et après, j'ai pu la guider, parce qu'elle était dans une relation toxique, dans un métier, qui lui convenait pas. Et elle pensait qu'elle allait partir, voir un psychiatre, prendre un traitement antidépresseur, anxiolytique, et je lui ai conseillé de faire quelques changements dans sa vie. Et bah, elle a changé de métier, elle a changé de relation, et je l'ai revue 3 fois. Et cette femme a repris sa vie, en main, sans passer par, bah, des traitements, qui auraient été assez lourds et qui l'auraient peut-être pas forcément aidée. Toute proportion gardée, il y a des gens qui ont besoin d'antidépresseurs, il y a des gens qui aiment beh, moi j'ai jamais dit à quelqu'un d'arrêter un traitement ou quoi que ce soit. Mais j'essaye, si tu veux, moi mon métier c'est, il y a un corps, il y a un esprit, il y a une âme en fait. Et parfois les gens se sentent, étouffés, oppressés avec la pression et le poids de la vie et n'ont plus la place, voilà, au sein de leur propre corps, quoi. Il y a des gens qui sont pas connectés à leur corps, hein, parce que, bah, ceux qui sont acteurs, qui se servent de leur corps comme instrument, en général, ont une connexion. Et s Mais l'esprit, des fois, habite le haut du corps, donc les gens sont beaucoup dans l'émotion, dans le ventre et pas dans leurs pieds. Heu et en fait, si tu veux, c'est un travail énergétique entre le yin et le yang. Donc ce qui se passe très simplement, c'est que tu nais avec, l'identité de ton père et l'identité de ta mère. Et quand tu sors du ventre de ta maman, tu as 2 énergies qui prennent le relais. Notre père a tous le ciel, notre mère la terre. Tu vois? Et donc, quand tu arrives sur terre, c'est pour ça que tu pleures, hein, c'est que, bah, déjà tu as froid et puis tu as la gravité quoi, qui arrive. Et en fait, si tu veux, un être humain heureux, ben, vu que tout part de l'enfance, imagine un enfant qui a 4 ans et s'il a la chance d'avoir des parents normaux, hein. Quand papa et maman te donnent la main à 4 ans, tu es un enfant, heureux et innocent sur la terre, insouciant, confiant, tu vois? Tu as une joie de vivre, merveilleuse. Et avec le temps, ben il y a des gens, par exemple, qui croient au ciel et à force d'épreuves qui y croient plus, tu vois? Et donc, bah, ils sont pas heureux parce qu'ils ont perdu leur connexion avec le père. Il y a des gens, par contre, c'est des terriens. Ce qu'ils veulent, c'est, bien manger, bien baiser, faire de l'argent. Ils sont pas connectés, au ciel. Et il y en a carrément qui sont un peu, flottants, quoi, qui sont pas ni connectés ni là-haut, ni en bas. Et souvent les artistes sont bien perchés et ils ont du mal à être connectés. En fait, moi, mon travail, c'est un travail de reconnexion à ton corps pour que ton esprit reprenne totalement la place dans ton corps. C'est un travail pour te redresser et t'ouvrir
pour te reconnecter entre ton père et ta mère, pour que tu sois énergétiquement tenu, comme quand tu étais petit avec la main de tes parents et déconstruire tout ce qui peut être la fermeture due à la peur, due à la tristesse, parce qu'on a le poids de la vie sur le dos. On endosse le poids de la vie. Quand on nous fait mal au cœur, on ferme notre cœur, hein. Quand on marche dans la rue, qu'il y a des mecs chelous, on se met en garde. On a peur, on serre les dents, on serre les fesses, on tient le coup et on se retrouve, sous pression et avec plus de plaisir dans la vie. Et le but du jeu, c'est d'aider les personnes à se libérer de tous ces mécanismes de défense, de reprogrammer le corps dans la confiance et dans l'ouverture, en fait. Parce que quand je suis comme ça, mes émotions me font mal, puisqu'on ressent la vie avec nos tripes, puisque le ventre, c'est le 2e cerveau, c'est le cerveau émotionnel. Après, l'information vient au cœur, soit on a les boules ou pas, soit on gamberge ou pas. Et quand on est verrouillé ici, tout est compliqué pour nous. Voilà. Pleurer, c'est compliqué, digérer, c'est compliqué, arrêter de penser, c'est compliqué. Et en fait, l'idée, c'est un peu comme une cocotte minute, quoi. Le travail sur le corps, c'est des gens se retrouvent en pression, avec la pression quotidienne. À bout d'un moment, parfois, ils se retrouvent en oppression. Parfois, ils partent en dépression. Et moi, le but du jeu, c'est de les aider à comme ouvrir le bouchon de la cocotte minute, quoi, pour que la pression dégage. Et l'avantage en passant par le corps, c'est que c'est immédiat. C'est-à-dire que je te fais du bien, c'est tout de suite, je te fais du mal, c'est tout de suite. Et quand les gens sont stressés, n'ont pas ressenti de bien-être et de calme depuis des années, là, c'est pas parce que je leur dis ça va aller mieux. Parce que si je leur dis ça, faut qu'ils me croient, qu'ils me fassent confiance. Et c'est pas pour autant qu'ils sont dans la preuve, quoi. Mais par le corps, tu le ressens. Donc, ça ne triche pas. Voilà. Et donc, le et voilà, le but du jeu, c'est que les gens l'esprit se réinvite dans le corps et on dit bien, la levée du corps, on dit bien: «Il a rendu l'âme». Voilà. Et moi, je je crois à l'âme et alors en fin de massage, quand on y arrive, on débranche le mental et là, la personne, s'endort, mais pas d'un sommeil, habituel. Là, c'est dû à une relaxation profonde et souvent à ce moment-là, c'est là où j'ai les bras sautent, les nerfs relâchent. Des fois, on entend toutes les viscères qui se détendent. Et les gens sont plus là, en fait. Et là, ils font un voyage et ils vont récupérer de la lumière. Et souvent, quand ils reviennent, ils ont des yeux, lumineux. Et pendant les massages, parfois, les gens se mettent à rire sans savoir pourquoi, pleurer sans savoir pourquoi, ou ils ont une colère. Ou ça se passe une semaine après le massage. Le premier massage, en général, les personnes, se sentent vidées, en fait. Se sentent bien. Au début, elles sentent beaucoup d'énergie, mais elles se sentent vidées. Et les 2 premiers jours après, elles ont l'impression d'être passées sous un rouleau compresseur. Parce que, le premier massage, en fait, c'est comme si on cassait une carapace et dans les mémoires du corps, il y a tellement de choses que le corps encaisse avec les années et si tu veux, on va aller chercher les blocages et les tensions. Donc c'est le 1er soin est toujours le plus éprouvant et en général, dès le deuxième, on n'est plus sur des blocages, on est sur des tensions. Donc le deuxième massage commence à être beaucoup moins éprouvant. Alors je mets la même intensité, je peux même mettre plus d'intensité dans mes mains et plus de force au deuxième qu'au premier, quoi. Et les gens ont beaucoup moins mal comprenaient. Mais en fait, c'est pas moi qui leur fais mal, c'est leur douleur, hein, qu'on libère ensemble. Et c'est un travail d'équipe, quoi. Les gens, je leur dis: «Il faut qu'on soit à la limite de ce que vous pouvez supporter, mais il faut pas subir le massage non plus, quoi». Et je les préviens, en fait, c'est comme quand on fait du sport, quoi. Quand je fais faire des efforts, hein, de manière assez, intense, localement à des muscles, à des tendons, alors, c'est comme une grosse séance de sport, hein. On a des courbatures, mais voilà, après ça rentre, dans l'ordre. J'ai pas été peindre jusqu'à ce jour, donc tout va bien, hein. Et Du coup, aujourd'hui, tu vis à La Rochelle et tu navigues entre Paris et Lausanne pour, masser particulièrement des acteurs, c'est juste? c'est juste, mais
pas que des Pas que des acteurs. pas que des acteurs, hein. Je mets surtout de toute façon les acteurs sont des êtres humains. Par contre, il y a eu un beau cadeau de la vie parce que, moi je suis parti vivre près de La Rochelle depuis 4 ans. Et quand j'étais encore à Paris, heu, comme quoi la vie est folle, hein, parce qu'on est quand même beaucoup de masseurs à Paris, de massothérapeutes. Il y a beaucoup de monde qui font, avec des disciplines différentes, mais le même travail, on va dire. Et j'ai eu des gens du cinéma qui ont entendu parler de moi, qui sont arrivés, chez moi, quoi. Voilà. Et oui, dont certaines personnes sont devenues mes amis, tu vois? Et aujourd'hui, si j'avais un peu de courage, bah, j'aurais quand même des connexions assez sympas pour y aller, quoi. Mais je reste toujours, je me sens toujours pas prêt, quoi. Donc, un jour peut-être, mais, bah, c'est un rêve que j'ai mis de côté il y a tellement d'années, mais qui reste, là. Et puis, peut-être quand je serai mûr, parce qu'entre-temps, si tu veux, bon, je pourrais pas aller dans le dramatique, mais, j'ai eu énormément de décès, de chocs émotionnels à répétition, qui m'ont quand même, éprouvé, fortement. Heu, le plus dur étant le décès de ma fille, tu vois? Donc il y a eu un sacré travail de reconstruction. Aujourd'hui, j'ai la chance, d'avoir dépassé cette épreuve avec ma femme. Je suis sur un projet d'avoir un 3e enfant, voilà. Et donc ma priorité pour l'instant, c'est, le bien-être de ma famille, et de pouvoir être en santé, avoir un 3e enfant et de continuer à m'épanouir professionnellement parce que je suis parti sur un coup de tête. Et donc, je suis en train de me développer sur La Rochelle. Mais bon, bah, que ce soit un kiné, un ostéo, c'est 3 ans, le temps de se faire un peu connaître. Donc, nécessité fait loi, donc j'ai besoin de repasser par Paris. Mais en même temps, c'est pas que pour des raisons financières, hein, c'est parce que, bah, j'ai des gens que je suis depuis 20 ans et je pouvais pas les laisser dans la nature. Et au bout de 20 ans, il y en a qui sont devenus des amis, donc j'ai un grand plaisir à aller à Paris. Et et puis, bah, les gens du cinéma qui viennent me voir sont souvent aussi, à Paris. Donc avant, j'y allais tous les 3 mois, j'ai essayé d'y aller tous les mois parce que, bah, des fois les créneaux sont pas tout le temps évidents pour se trouver, mais, en général, au cours de l'année, on arrive toujours à se revoir au moins une fois ou 2. Et puis là, grâce à un très bon ami à moi, qui s'appelle Ludovic Boissiau, heu, qui a ouvert, des écoles de comédie et de théâtre, et c'est en Suisse, voilà, à Lausanne et à Genève. Et c'est un homme qui est, profondément humain aussi, passionné. Et lui, je l'ai rencontré à l'époque, il y a 20 ans à Paris, quand il était acteur et qu'il avait, bah, des problèmes d'émotionnel aussi, voire de de santé et de stress avant d'aller, sur scène, en fait. Et suite au massage, il m'a dit, «Pour la première fois, je monte sur scène sans trembler, quoi, et j'arrive à je suis beaucoup plus disponible émotionnellement». Et voilà. Et on s'est liés d'amitié, en fait. Et c'est une amitié qui a perduré pendant 20 ans. Et puis, bah, c'est suite au décès de ma mère, d'ailleurs. Excusez-moi pour le côté toujours un peu drama, mais ça fait partie des choses de la vie. Bah, c'est là où je l'ai retrouvé, hein. J'ai été me reposer chez lui en Suisse, et c'est là où j'ai découvert ce qu'il faisait. Et ça m'a fait tellement du bien de changer de pays après un moment comme ça, de voir changer d'air exactement, et puis de voir mon frère, épanoui avec ses enfants et avec une belle réussite. Et du coup, j'ai failli partir vivre en Suisse, en fait. Et au final, après il y a eu le covid et je me suis dit: «Non, moi, c'est plutôt la mer», et je suis allé, à La Rochelle. Et aujourd'hui, depuis récemment là, bah, j'interviens chez lui pour justement, accompagner les comédiens pour, la libération émotionnelle, travailler sur la posture, l'ouverture, tout ça, voilà. Et le fait de côtoyer ces comédiens, peut-être plus fréquemment aujourd'hui, ça réveille en toi aussi l'envie peut-être de faire renaître ce rêve ou lui donner de l'énergie? Bah, exactement, ouais, exactement, puisque pour le coup,
même si, pardon, à Paris, je massais des acteurs, mais c'était pas le gros de ma patientèle. Et là, c'est vrai que de m'occuper, pratiquement exclusivement que de comédiens en herbe ou de comédiens confirmés et d'échanger des tips, quoi, de quand j'ai pris des cours ou ce qui me c'est vrai que c'est en train de me rallumer un peu, l'envie et la flamme de reprendre des cours et de jouer, surtout pour le plaisir, heu, avant tout. Voilà, et c'est ce qui m'a permis aussi, de faire des rencontres merveilleuses, notamment, toi. Voilà. C'est partagé, grâce à Ludovic, via l'école du coup, ouais. Je te remercie vraiment pour le bien que tu apportes et c'est que le début, il faut, partager ça, au plus grand nombre. Avec joie. Et du coup, si tu devais te projeter dans les 5 prochaines années, comment tu co comment tu te verrais? Alors je sais que tu es pas devin, bien qu'un côté médium vit en toi, mais comment tu te verrais? De toute façon, si tu veux la médiumnité, hem, c'est pour les autres. On peut pas voir pour soi-même, et heu et je choisis jamais de ce que je vois. C'est quand on me donne, l'information ou pas. Hem, Ce fameux travail de lumière, c'est aussi parce que, pour moi, je travaille pas tout seul. Je j'essaie d'avoir une canalisation avec la source divine, en fait, et pour partager la lumière, et on est tous des porteurs de lumière, en fait. Voilà. L'idée, c'est que parfois la vie nous éteint et on a besoin de belles rencontres pour se rallumer, on va dire. Donc dans 5 ans, ce que j'aimerais, c'est un peu de paix, moins de décès. Parce qu'en ce moment, une bonne année, c'est une année sans décès, tu vois? Mais bon, ça fait partie de la vie. Nous, on a la chance d'être encore là, et puis, tant qu'on reste en vie, C'est ouais, juste. voilà. Vu que tu reçois pas mal de comédiens, quel est le message selon toi qui t'est remonté de leur part comme étant une difficulté, majeure à laquelle ils sont confrontés dans leur quotidien? Les difficultés pour eux, c'est, la notoriété surtout, à mon avis, tu vois? Et le fait de, bah, comme, pour les gens, ils ont une vie de rêve, c'est comme si eux, ils avaient pas le droit d'aller pas bien, quoi. Pour eux, tu es acteur, tu es dans la lumière, donc tu pas le droit d'être saoulé, d'être déprimé. Il y a une image toujours à tenir qui est pas forcément, évidente. Et puis bon, ce sont des personnes qui travaillent beaucoup, qui se déplacent beaucoup, donc il y a la vie de rêve, mais il y a l'autre côté, mmh, qui est assez dur à vivre pour eux. Mais ça fait partie du jeu, ils l'acceptent, et voilà. Par contre, pour les acteurs en herbe qui voudraient, y arriver, je pense que la difficulté, le pire pour un acteur, c'est, l'attente. L'attente d'un casting, l'attente d'être vu, l'attente, d'être prêt aussi. Parce qu'il y en a qui ont des bonnes connexions, mais ils se grillent parce qu'ils y vont trop tôt. Et il y en a qui ont pas de connexion. Et puis il y a tellement d'acteurs magnifiques qui sont pas mis, en lumière. Parce que, bah, malheureusement, je suis désolé de dire ça, mais, dans le cinéma, c'est un petit peu une mafia aussi, quoi. Il y a beaucoup de pistons, et à l'époque, un réalisateur pouvait imposer, un comédien ou un acteur, totalement inconnu. Aujourd'hui, même si l'acteur est meilleur, bah, ça va être le producteur qui va placer son pote, quoi. Donc les dés sont un peu pipés, et heureusement qu'il reste quand même, des opportunités, d'un inconnu de sortir du lot. Mais je pense qu'un acteur, pour être, et pour qu'il se donne les chances de percer, vraiment, il faut qu'il ait une vie à côté, en fait. Il faut qu'il construise sa vie en parallèle de l'acting. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que ça marche ou non, l'acteur va être épanoui dans sa vie, avec femme, enfant, un travail alimentaire ou qui lui plaît ou qui le dérange le moins possible. Parce que tout ça, ça va se sentir dans son jeu. Je pense qu'il y a pas pire qu'un acteur, quand il va passer un casting, c'est déjà tellement de pression, et ça peut être le meilleur des acteurs, mais s'il a rien de solide à côté et qu'il joue sa vie, ben le fait de cette pression de
qu'il faut qu'il y arrive parce que sinon il a rien à manger, il s'en sortira jamais, à moins que le mec soit vraiment costaud ou la femme aussi, bah, faut c'est son jeu, quoi. Parce que, il un bon acteur pour moi, il vit, il est en détente, il est pas, hem, dans le lâcher prise ou sous contrainte. Et un acteur qui dépend que de l'acting, bah, c'est un acteur frustré, c'est un acteur en colère, hein, c'est un acteur, sous pression. Et je pense que, comme dans tous les domaines, quand tu es épanoui et nourri, ça se ressent, même dans le silence, quoi. Et je pense qu'un acteur, c'est ce qu'il a besoin, c'est, d'avoir une vie épanouie et construite à côté, pour être le moins possible dans l'attente et dépendant de l'acting. Voilà. Et comme ça, quand ça arrive, c'est que du bonus. C'est magnifique. Mais sinon, tu vas avoir la sensation de passer à côté de ta vie et de devenir aigri, alors que c'est un très beau métier. Et il y a peu d'élus pour beaucoup de participants. Donc, n'oubliez pas de construire votre vie, d'être le plus heureux possible dans votre vie. Et ça, ce sera au service de votre jeu. Voilà. C'est pour moi le cinéma, c'est pas tu joues, mais en fait, il y a comme un non-jeu. Tu vis la scène, tu vis les choses. Et c'est ce qui fait la différence entre, heu, des c'est un peu comme dans quelqu'un qui chante, si tu veux. Tu as quelqu'un qui chante, il va avoir une voix magnifique, mais tu frissonneras pas. Et il sera technique, tu as quelqu'un qui a une voix un peu moins belle, hein, mais il met ses tripes et tu as les poils, voilà. Donc pour moi, un acteur, c'est quelqu'un qui vit, son jeu, en fait. Voilà. Et pour ça, bah, faut qu'il soit nourri de tout ce qu'il a vécu, de la colère, de la dépression, de la souffrance, parce que plus c'est comme dans mes massages, si tu veux. Du moins, c'est comme. Je vais faire un petit parallèle, mais, bah, comme moi, à 12 ans, j'avais déjà fait une dépression, j'avais eu beaucoup de peur, j'avais eu beaucoup de choses. Une fois, je me rappellerai, j'étais tout neuf dans les massages, quoi. Je devais avoir 21 ans et je parle à un monsieur et je lui dis: «Vous vous sentez comme ça et tout et tout?» Il me dit: «Mais attends, tu as que 21 ans. Comment tu fais pour me comprendre et savoir, tout ce que je ressens?» Bah, j'ai dit: «Bah, moi, à 12 ans, j'étais déjà passé par la dépression, j'avais des blessures d'abandon, donc, j'avais le fait d'avoir été dans le dur dès le départ, bah, m'a donné, m'a permis, en fait, de pouvoir aider». Et un acteur, bah, c'est pareil, plus il a vécu aussi ses souffrances, ses d'émotions profondes, il l'a dans son bagage émotionnel et il peut le mettre au service du jeu. Parce que les fêlures aussi font les grands acteurs, mais ce qui est aussi bien, c'est, d'expérimenter un peu, la joie de vivre et la stabilité. Parce que souvent les acteurs qui se brûlent pas les ailes et qui durent, ont des gens la famille, la femme, les enfants qui les aident à redescendre sur terre, quoi. Donc avoir un socle solide pour être un acteur épanoui et voilà, être bien gardé, quoi. Voilà. Comment tu dissocierais finalement le jeune qui voit le métier d'acteur avec les paillettes, les ouais, tout ce bling bling et puis la réalité où finalement on nous le dit souvent, c'est un marathon finalement et c'est pas que ce qu'on imagine et ce qu'on voit. Comment tu décrirais ça toi? Moi, je dirais que le principal, c'est que si tu as une âme d'artiste, c'est de mouiller le maillot comme au foot, quoi. Et bah, au foot, il y a des jeunes prometteurs qui se blessent et leur passion s'arrête. Hem, mais comment dire? Bah, après ils peuvent enseigner. Le principal, c'est d'aller, dans sa vie d'artiste et c'est les rencontres qui font tout, en fait. Et si tu persévères, à un moment donné, soit tu arriveras à être un acteur qui bosse ou quoi, ou peut-être après tu vas te découvrir une passion, si tu es à fond dans le cinéma, tu vas peut-être te découvrir une passion pour le théâtre ou après peut-être pour la musique. Heu, le principal, c'est que tu vives ta vie, d'artiste. Après tu peux te retrouver peut-être à écrire, heu et c'est vivre ta vie d'artiste. Et ce qui doit t'arriver, à mon sens, si tu vis ta vie d'artiste, tu arriveras. Et si, bah, tu fais grosse carrière dans les lumières et tout, tant que tu fais ce que t'aimes et que tu arrives à vivre
de ta passion, bah, tu auras pas la frustration de ne pas être connu ou quoi, puisque c'est tellement plus nourrissant, hem, de vivre de ce qu'on aime, vu qu'on passe quand même la moitié du temps au travail, hein. Déjà, c'est formidable. Après, il faut laisser faire la vie, voilà. Et que tout le reste soit une conséquence De ton implication, de ta discipline et aussi de ta résilience surtout. Parce que, quand tu es prêt pour un gros rôle et que tu y crois à mort et que bon, bah, il y en a, c'est comme les ligaments croisés quoi, ils arrêtent. Alors qu'en fait, bah, voilà, faut se remettre en selle. Quand on faut se remettre en selle et puis, et ce qui doit t'arriver t'arrivera. Voilà. C'est vraiment la patience, la résilience, heu et la discipline. Voilà. C'est, lâcher prise sans lâcher l'affaire, quoi. Voilà. je vais finir par une dernière question, Aurélien, si tu le veux bien. Si tu pouvais envoyer un message à Aurélien qui avait 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que je lui dirais? De de pas s'oublier. De pas s'oublier et d'affronter, la réalité sans produits artificiels pour l'aider à tenir le coup, quoi. Prendre soin de lui, ce que j'arrive à faire à 46 ans. Ça lui aura évité pas mal de temps perdu et en même temps, c'est peut-être qu'il en avait besoin pour, tenir le coup. Mais s'il avait pu moins s'abîmer pour ça, ça aurait pu être bien pour lui et puis je voudrais le remercier parce qu'il a tenu le coup et lui dire que je l'aime. Voilà. Merci Aurélien pour ce magnifique, témoignage. Merci à toi pour cet, exercice, je ne m'attendais pas à ça. Donc, merci d'avoir mis, avec, ton collègue, Charlie qu'on n'entend pas, mais, qui est d'une aide précieuse pour ce moment partagé. Bah, d'avoir pris le temps de m'avoir donné votre temps, quoi, pour, Avec tout notre cœur. voilà. Merci pour ta confiance. Merci, merci Charlie. Aurélien, merci beaucoup de t'être prêté au jeu avec autant de sensibilité et d'honnêteté. C'était vraiment magnifique. Merci pour tout ton partage et merci aussi à Charlie qui est pas très loin, qui s'est occupé, de nous faire un magnifique set, des images de fou et merci surtout à vous qui nous avez, écoutés, aujourd'hui avec ce magnifique témoignage sur Orchamps et on se voit très vite pour de nouvelles aventures, mais surtout n'oubliez pas de vivre d'ici là. Bisous, bye bye, à bientôt.